C'est quoi Scrum? On peut le définir en 2 mots, Scrum. J'aime bien le dire en anglais, mais on va le dire en français aussi. Deliver value. On veut délivrer de la valeur, c'est tout. Et du coup, Scrum, c'est un outil simplement pour résoudre des problèmes complexes dans les environnements complexes. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Moondrop, le podcast dédié à l'agilité, voilà, et aux nouvelles formes d'organisation du travail. Comment vas-tu, François ? Écoute, ça va pas bien du tout, et en fait, je suis trop content qu'on soit avec Philippe aujourd'hui. Eh oui, parce que nous sommes avec Philippe Puschmann, que nous avons la chance de recevoir. C'est notre premier invité sur Moondrop. Philippe qui, entre autres choses, beaucoup de choses, dirige la communauté de talents agiles chez Avanade. Voilà. Et qui, parallèlement, est aussi permaculteur. Donc, on va parler un petit peu de pas mal de sujets avec lui. Et je vais résumer son job, il aura l'occasion d'être plus précis que moi tout au long de ce podcast. Son job, c'est accompagner, soutenir les équipes dans le développement de nouveaux produits. Alors, c'est sûrement un peu réducteur, mais on verra un petit peu comment, à travers ce podcast, on peut élargir peut-être cette vision-là. Philippe, comment vas-tu ? Eh ben écoute, super content d'être là avec le magnifique sujet qu'on va traiter pour accompagner nos auditeurs sur la réflexion cruciale qu'il faut avoir aujourd'hui sur l'agilité. Je te laisserai présenter le sujet, mais très impatient d'en débattre. Super. Et oui, parce qu'on est venu avec un sujet. Et un sujet, je dirais, plutôt chaud, puisqu'il s'agit d'une phrase tirée d'un article « Scrum est un cancer ». Alors, c'est évidemment pas nous qui le disons, mais c'est un post viral de Santiago Valdarrema qui a fait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de réactions à travers le monde et qui explique pas à pas pourquoi Scrum, c'est le mal. Alors, nous, l'idée, c'est de profiter de la présence de François et Philippe pour revenir avec eux sur cet article, bien sûr sur le fond. Sur la forme, la seule chose que je peux dire, moi, c'est que je trouve que le titre est un peu sans nuance. Et il participe aujourd'hui plus de la guerre de l'attention et d'une réflexion sereine. Alors, pour le coup, pour cet épisode, l'intention qu'on a eue avec Philippe et François, c'est plutôt justement de rentrer dans de la réflexion, de la sérénité et d'avancer un petit peu sur autre chose que quelque chose d'un petit peu réducteur. Et pour commencer à introduire le sujet, je vais demander à François de lire ce fameux article. Et on va essayer de l'écouter vraiment pour ce qu'il est, sans se laisser avoir par les petits côtés un petit peu provocants qu'il peut y avoir sur le ton. Vas-y François, c'est à toi. C'est à moi. Alors, je vais vous faire de la lecture. Alors c'est la traduction en français, donc c'est pas tout à fait précis, mais vous allez voir que l'émotion, l'objectif va être très clair de cette publication de Santiago. Il commence par nous dire « Scrum est un cancer ». Il dit « J'écris des logiciels depuis 25 ans et rien ne rend une équipe logicielle inutile comme le fait Scrum. Quelques anecdotes. Ils ont essayé de me convaincre que le poker est un outil de planification, pas un jeu. Si vous souhaitez être plus efficace, vous devez ajouter un processus et non le supprimer. Ils nous ont fait assister aux cérémonies. Un nom sophistiqué pour une multitude de réunions. Ils s'appellent ça stand-up, préparation, planification, rétrospective, scrum of scrum. Nous avons passé plus de temps à parler qu'à faire. Troisième point, nous avons interdit les ordinateurs portables lors des réunions. Nous avons dû rester debout. Nous avons fait circuler un ballon pour que tout le monde soit attentif. Quatrième point, nous avons passé plus de temps à estimer des points d'histoire des story points qu'à écrire des logiciels. Les story points mesurent la complexité, pas le temps, mais nous avons dû décider combien de story points pouvaient être intégrés dans un sprint. Cinquième point, j'ai dû utiliser des tailles de t-shirt pour estimer des logiciels. Sixième point, nous avons mesuré combien il en coûtait pour livrer un story point. Nous avons rédigé des contrats dans lesquels les clients payaient pour un ensemble de 500 story points. La direction a perdu la tête lorsqu'elle a découvert que 500 story points dans un projet, c'était pas la même chose que 500 story points dans un autre projet. Nous avons eu de nombreuses réunions pour résoudre ce problème. Point 8. Imaginez avoir un manager, un scrum master, un product owner et un responsable technique. Il fallait répondre à tous et aucun simultanément. Point 9. Nous avons payé des gens qui nous disaient que si nous brûlons des points assez rapidement,
que les histoires ne portaient pas tant sur la complexité, mais sur le temps, pas grave. Je crois en l'agilité, mais ce n'est pas agile. Nous avons fait venir des formateurs Scrum professionnels. Nous avons payé des personnes de notre équipe pour obtenir des certifications. Nous avons essayé Scrum de cette façon, ou de cette façon, et de cette autre manière. Nous avons passé des années à le faire. Le résultat était toujours le même. Ça ne marche pas. Scrum est un cancer qui dévorera votre équipe de développement. Scrum n'est pas destiné aux développeurs. C'est un outil permettant aux managers de sentir qu'ils ont le contrôle. Mais le meilleur dans Scrum, ce sont ceux qui vous regardent droit dans les yeux et vous disent « si ça ne fonctionne pas, c'est vous qui le faites mal ». Bien sûr que ça ne fonctionne pas. Donc voilà en fait le texte en fait de notre ami Santiago. Et puis je te donne la main, ça me fait toujours rire ce texte. Merci François, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, la première chose que j'ai envie de te demander, Philippe, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as lu cet article ? Un petit peu de contexte qu'on a eu avant le lancement de ce sujet, c'est qu'en fait, c'est une histoire vraie qui m'est arrivée. J'intervenais chez un client et une personne chez le client a posté l'adresse de ce poste-là, Scrum est un cancer, et ça a eu un effet très viral, hein, comme tu l'expliquais. Ma première réaction en tant que PST, puisque nous... on est là tous les jours au quotidien à accompagner nos clients pour maximiser leur capacité à produire de la valeur avec de la qualité, avec de la sérénité dans les équipes de développement. On sait très bien qu'il faut maintenir des niveaux de satisfaction au travail, donc qualité, productivité. Et on voit qu'un poste comme ça, d'un revers de main, peut balayer en fait tous ces efforts qui sont faits de manière professionnelle à travers le monde, hein, par ce que je vais appeler des coachs professionnels. Donc, ma première réaction pour répondre à ta question, ça a été de la colère. En fait, ce qu'on apprend quand on fait du Scrum, c'est qu'à partir du moment où les valeurs du framework sont mises en danger, c'est-à-dire que ça peut être dommageable pour le client, pour un environnement, un Scrum Master va arrêter d'être attentiste, regarder, parce que généralement, un Scrum Master, il va faire que les gens arrivent par eux-mêmes à réaliser des choses et non pas le faire à leur place ou les pousser à le faire. Et chez Scrum.org, on considère qu'à partir du moment où le framework est en danger, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des signaux graves, il faut intervenir le plus rapidement possible. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'intervienne. Donc, on a d'une part, la première action que j'ai faite, c'est que j'ai ouvert le poste. Quand j'ai ouvert le poste, ma colère est retombée immédiatement parce que j'ai eu une lecture, entre guillemets, scientifique de ce poste-là et on verra qu'énormément de contenu est hors sujet. Je pense qu'on va l'argumenter pas à pas. Et ma première réaction, qui est peut-être un peu véhémente, j'espère que Santiago n'a pas le niveau d'écriture de code qu'il a en écriture d'article, parce que là, on va voir que énormément d'arguments qui sont présentés dans ce poste sont faux. Voilà. Donc ça, c'est déjà, on va rétablir la vérité, entre guillemets, remettre l'église au milieu du village. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, quelques statistiques quand même, hein, pour bien voir c'est quoi Scrum aujourd'hui. Scrum aujourd'hui, dans l'écosystème de l'adoption des Agile Way of Working, donc la manière de travailler en Agile, ça représente quand même 60% sur l'ensemble des frameworks et méthodes agiles dans le monde. Donc c'est de loin le plus populaire qui a été déployé. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est pas un hasard. On voit aujourd'hui que Scrum est le premier framework agile utilisé, qui, selon les métriques du Standish Group, qui est un organisme qui, chaque année, refait des études, a démontré également que c'est le framework qui est utilisé dans le domaine agile qui produit les meilleurs résultats en simplement regardant ce qui sort d'un projet. Donc, il y a 3 cas. Le projet, il est réussi. Le projet, il est challengé sur les éléments de la triple contrainte, donc le budget, la timeline et le périmètre. Et ensuite, il est en échec. Et on voit que Scrum est devant. On verra derrière qu'on a un autre framework qui est très, très populaire aujourd'hui, qui est leader sur le marché, qui est Safe. Safe, c'est quoi ? Dans 90% des cas, c'est du Scrum à l'échelle. Donc, Scrum est partout aujourd'hui dans les entreprises. Donc, il faut bien voir que quand on écrit un poste comme ça, effectivement, on est sûr d'avoir... un impact très important. Et d'obtenir la viralité. C'est intéressant ce que tu dis. Et je crois que François, toi aussi, il y a eu un peu de colère, d'émotion quand tu as lu cet article. Est-ce qu'on peut parler, alors peut-être un peu de peur aussi, parce que Philippe parlait de danger. Ouais, c'est vrai, en fait, en fait, moi je l'ai lu, je me suis dit, quel cynisme. Et je me suis dit, quelle manipulation. Et je me suis dit aussi, en fait,
un peu comme ce qu'a dit Philippe, c'est-à-dire, il y a tous ces gens qui font des choses, qui s'améliorent, qui expérimentent, qui ont du courage, qui osent avoir des discussions difficiles pour changer les choses, qui ont le courage de s'entraider, d'essayer des nouvelles choses. Et puis, il y a quelqu'un qui vient cracher et dire « Mais non, tout ça, ça n'existe pas, tout ça, c'est faux, tout ça, c'est une secte. » Et puis en plus, ça fait rire ce que tu as dit, Philippe, tout à l'heure, ça dit j'aimerais bien voir son code, parce que quand je vois ses écrits qui sont complètement faux, en fait, et puis potentiellement intentionnellement, son code doit pas être très joli. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait... Enfin, quand on regarde ce qu'il fait aujourd'hui, il est influenceur, donc il a cherché le buzz, évidemment. Alors, je rebondirai rapidement là-dessus. En fait, moi, je suis dans une attitude aujourd'hui de bienveillance et de pédagogie. C'est-à-dire, en fait, cette personne a peut-être besoin, s'il a l'opportunité d'écouter notre podcast, d'apprendre des choses. Parce qu'en fait, Scrum, c'est de l'amélioration continue. Et je pense que là, il avait un problème. Ça marchait. Ils ont fait du Scrum, mais ils ont fait aussi des développements. Ils étaient dans un contexte, une culture organisationnelle qui n'était pas favorable. Et ils ont dit, le problème, c'est Scrum. Et moi, dans ces cas-là, je suis un grand fan de problem solving et j'aime bien utiliser les méthodes Ishikawa, mais j'ai envie de lui poser pourquoi c'est Scrum. Et après, il va nous dire, parce qu'on nous a demandé de chiffrer en story point. Pourquoi vous avez chiffré en story point ? On va remonter la chaîne des causes. Parce qu'en fait, c'est un symptôme. Et en fait, ils n'ont pas eu cet exercice d'aller aux causes racines. Et je pense très important de savoir les causes racines qui ont amené cette personne-là et son équipe arriver à de telles conclusions. Et d'ailleurs, on va pouvoir pas à pas justifier tout ça. Alors, c'est ce qu'on va voir. Ce qui est intéressant, en tout cas, de voir. En tout cas, dans l'article, il y a une posture. En tout cas, il y a une posture, il y a un ton qui est déclenché. Et donc, effectivement, on va voir item par item les affirmations. Alors, déjà, dans un premier temps, tu as rappelé l'importance de Scrum au niveau des organisations, la place qu'il a aujourd'hui. Alors, c'est marrant parce que en off, moi, je t'ai posé une autre question parce qu'on disait que tu étais permaculteur. Peut-être que là, on parle des grandes organisations, etc. Mais tu disais qu'aussi, dans le cadre de ton activité de permaculteur, tu utilisais Scrum. Et absolument. Scrum est non seulement les principes et les valeurs, et également les paradigmes de pensée sous-jacents à Scrum, qui sont le lean thinking, l'agilité et les process empiriques. Je pense qu'on va y revenir tout au long du podcast. Ce que je peux dire, si tu évoques la permaculture, nous, on résout tous les jours, et toutes les personnes qui sont dans l'agilité, on résout des problèmes complexes dans des environnements complexes en vue de créer de la valeur. Ce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler avec la nature, c'est que le niveau de complexité qu'on a dans la nature dépasse largement ce qu'on a dans ce que je vais appeler l'IT ou le monde du digital. On est dans des combinatoires énormes avec du vivant qui bouge et avec énormément d'impact. Donc, la combinatoire est énorme. Et du coup, j'ai eu un gros avantage, c'est d'être agiliste professionnel. Et il y a énormément de concepts qui me servent au quotidien pour faire de la recherche et développement, que ce soit dans l'apiculture, que ce soit dans le maraîchage, que ce soit dans la conception de vergers, que ce soit dans l'élevage d'animaux et dans la production et tout ce qu'on peut faire dans des environnements vertueux, durables, pour concevoir des écosystèmes humains. Merci beaucoup. Alors maintenant, je propose qu'on reprenne point par point. On va reprendre un peu l'article. Alors moi, je vais avoir un peu la posture du Candide, puisque je suis avec les deux PhD qui vont essayer de m'éclairer un petit peu. D'autant plus qu'il y a certaines intentions que je comprends, en tout cas que j'arrive à lire, mais d'autres que j'ai un petit peu de mal à comprendre ou même à remettre dans leur contexte. Donc on va commencer par faire du point par point. Donc le premier point, et alors j'avoue que ça c'est un petit peu étonnant. Alors, si tu veux bien Thibaut, j'aimerais juste qu'on cite Ken Schwaber avant de démarrer pour bien que tous nos auditeurs aient une vision claire, pas dans le détail de ce qu'est Scrum, mais un petit peu de l'intention et de la philosophie. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Ken Schwaber aussi ? Alors, Ken Schwaber est le cofondateur de Scrum dans les années 90 avec Jeff Sutherland. Pour rappel, ils ont créé le Scrum Guide, ça fait pas si longtemps, en 2010, pour aider les gens dans le monde entier à mieux comprendre Scrum. Voilà. Donc Ken Schwaber, Jeff Sutherland, donc deux personnes historiques qui sont co-signataires d'ailleurs de l'Agile Manifesto en 2001 et donc qui ont créé ce fameux framework Scrum. Donc je t'ai amené ici, tu vois un livre qui s'appelle The Enterprise
and Scrum, qui a été écrit par Ken Schwaber. Et je le cite souvent dans mes cours parce que je trouve qu'il pose vraiment le décor. La première phrase que j'adore, c'est que certes, Scrum met en exergue l'excellence, mais surtout il expose l'incompétence, les problèmes. Et dès l'introduction de ce livre, Ken Schwaber nous dit beaucoup d'entreprises passent en mode agile, essayent d'adopter Scrum pour avoir une meilleure qualité, une meilleure productivité, des meilleures relations avec leurs clients et aussi un environnement de travail motivant pour les personnes. Bref, tous les bénéfices de l'agilité. On voit ça, on se dit « waouh !» Et ils continuent comme ça. Et ont pourtant toujours du mal à délivrer des produits, les déployer avec tous ces bénéfices. Et là, ils continuent en disant Scrum ne va pas résoudre ces problèmes-là. Par contre, tous les jours, ils auront devant leur visage, devant leur face, les problèmes jusqu'à ce qu'ils les fixent. Et Scrum agit un peu comme un chien de garde qui va rendre visibles tous les problèmes, tous les obstacles qui peuvent arriver jusqu'à ce qu'on les résolve. Et c'est pour soi souvent que Scrum est assez inconfortable dans des organisations parce que c'est un révélateur de dysfonctionnement. Et c'est pas forcément évident, avec un des principes clés de Scrum qui est la transparence, de rendre transparent tous les problèmes qu'on a. Et on a aujourd'hui un phénomène qui est un terme américain qui n'est pas très descriptif, qui s'appelle la self-deception, qui est le fait d'évoluer dans son quotidien avec des problèmes dont on n'est pas conscient. En fait, ils sont cachés. D'accord ? Et Scrum va être ce révélateur-là, à partir du moment où on l'applique. Alors, je voudrais juste continuer ce que Philippe dit, parce que je suis complètement en phase. Et il y a un truc que je remarque beaucoup quand je travaille avec des Scrum Masters, des leaders, c'est que, en fait, on surestime souvent ce qu'on est capable de faire à 1 an, 2 ans, et on sous-estime mais profondément l'impact qu'on a à 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et que on travaille sur le temps court, mais aussi sur le temps long, et que les transformations, elles ont de l'ambition. C'est pas du sparadrap sur un tuyau. Voilà, juste continuer dans cette ligne-là, en fait. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, on est à la fois sur une vision, sur une manière d'affronter les problèmes, en tout cas de les voir, et c'est vrai que personne n'a envie de voir les problèmes. Hein, moi, j'en suis la preuve frappante. Voilà. On y est tous un petit peu. Hein. Et moi, je dirais qu'effectivement, et l'idée aussi, peut-être aussi que le framework, il va amener le soutien nécessaire pour affronter ces 10 problèmes. Hein, petit instant pub, on a fait un très bon épisode sur le soutien récemment avec François, l'épisode précédent de Moondrop. Au top. Voilà. Mais c'est bien, en tout cas, Philippe, que tu aies redonné tous ces éléments de contexte, que tu aies cité effectivement le fondateur et les fondateurs de Scrum, et que tu aies rappelé finalement que c'est pas une recette. Non. Et ça, c'est hyper important parce que dans le ton de l'article, c'est un petit peu une sorte d'anti-recette qui développe. Comment rater son gâteau, un peu. Il énumère des éléments, et c'est peut-être un peu ça que nous, on va essayer de pas faire. Tu es forte à propos, Thibaut, et justement, j'adore ton concept de recette parce que j'adore faire de la pâtisserie, par exemple, et on va parler tarte au citron. Quand tu fais une tarte au citron avec une équipe Scrum, tu vas pas lui donner la recette détaillée que tu vas documenter, que tu vas passer 5 heures à écrire, dans laquelle il y aura des fautes, parce que en face de toi, tu as un pâtissier professionnel qui n'a pas besoin de tous ces détails-là, et qui en plus passera son temps à dire « ça, c'est pas comme ça qu'il faut le faire », et ainsi de suite. Donc, un énorme gaspillage. Ce que tu vas faire, tu vas lui dire, par exemple, si je représente les coupes, « Philippe, est-ce que tu peux me faire une tarte au citron ?» Et là, moi, je vais te dire, est-ce que tu veux une pâte sucrée ou une pâte sablée? Donc là, tu vas peut-être me cadrer un peu le périmètre. Ensuite, je vais te demander, est-ce que tu veux avec une meringue italienne ou pas? Mais tout le reste, tout le détail qui concerne le professionnalisme de pâtisserie, tu me fixes juste un objectif. Et Scrum, c'est un outil qui va fonctionner justement par objectif et totalement déporté. Ce qui prend à contre-pied ce que dit Santiago, c'est pas pour les développeurs. Le développeur est au centre parce que c'est lui qui décide comment il va faire, qui va planifier. Et on va reparler justement de ce qu'ils appellent fallacieusement les cérémonies, donc les endroits où on planifie. Mais je vais y revenir dans quelques instants. Mais toi, le coup de la recette, là, c'est... Eh ben, parce que moi, je trouve qu'il est un peu sur une anti-recette. Alors, on parle de pâtisserie. Moi, je déteste la pâtisserie, justement, parce que j'ai horreur. Autant j'aime cuisiner le salé, parce que ça permet de l'improvisation, autant la pâtisserie...
Bon, si on n'a pas la compétence nécessaire, pour le coup, il faut suivre la recette. Eh ben, on va commencer, je vous propose de commencer un peu par cette anti-recette. Et premier item, ils ont essayé de me convaincre que le poker est un outil de planification, pas un jeu. Alors moi, j'ai un peu de mal. J'aimerais bien, Philippe ou François, que vous me donniez un peu des éléments de contexte. Que veut dire cette phrase ? D'où elle vient ? Et qu'est-ce qu'il dénonce ici ? Et est-ce que c'est juste ? Alors là-dessus, on va aller très vite. Si tu vas voir le Scrum Guide et que tu recherches poker planning, tu trouves rien. Donc c'est là où je vais dire hors sujet. D'accord ? Le poker planning, c'est une pratique complémentaire qui vise avec un système de jeu de cartes. On va peut-être pas faire toute la théorie, mais ça met en œuvre le poker face pour limiter les ancrages entre les personnes. C'est une technique agile, ça n'a rien à voir avec Scrum. Et donc, déjà là, il commence avec un point. Scrum n'a jamais dit qu'il fallait faire du poker planning. Alors, Scrum dit, je voudrais, François, que tu rebondisses un petit peu là-dessus. Alors, Scrum dit exactement quoi faire ? Alors, ouais, Scrum est silencieux. Scrum ne te dit pas comment tu dois faire. Scrum est là pour t'aider à grandir, t'aider à mieux collaborer, t'aider à atteindre tes objectifs. Et dans la phrase, c'est plus la posture qui m'a dérangé plutôt que le planning poker, même si ce qu'il dit sur le planning poker, bon voilà quoi. Il dit, ils ont essayé de me convaincre. Et là, il y a une posture victimaire. Il y a un appel à la théorie du complot. C'est qui ils, quoi ? C'est des aliens qui viennent de l'espace, qui ont un agenda secret. Enfin, c'est quoi ce ils ? Qui c'est ils ? Et lui, il se positionne comme une petite victime innocente. Moi, on m'a dit de faire ça, je l'ai fait, et ça marchait pas. C'est quoi ça ? On est entre adultes, on n'est pas entre adultes. Et c'est vrai que ce que recrée Scrum, pour ceux qui aiment l'analyse transactionnelle, c'est qu'il recrée en fait en tout cas, il renforce chaque jour des postures d'adulte à adulte. Le triangle dramatique. Ouais, voilà, en fait. Et on quitte ses parents-enfants, on quitte ces gouroutisations, c'est tout ça. Et on entre adultes et on essaie de regarder, qu'est-ce qui est vrai pour nous et où est-ce qu'on va ensemble ? Alors, moi, je vais continuer un petit peu sur la théorie de base. C'est quoi Scrum ? On peut le définir en 2 mots, Scrum. J'aime bien le dire en anglais, mais on va le dire en français aussi. Deliver value. On veut délivrer de la valeur, c'est tout. Et du coup, Scrum, c'est un outil simplement pour résoudre des problèmes complexes, dans les environnements complexes, comme on l'a déjà dit. C'est aussi un outil pour achever ce qu'on appelle aujourd'hui très pompeusement la business agility, c'est-à-dire être au niveau d'une organisation totalement agile, pas juste les développeurs, parce que souvent on se trouve dans des situations que j'aime bien appeler water scrum fall. C'est-à-dire qu'on prépare un cahier des charges à partir d'un RFP extrêmement détaillé. Ensuite, on fait un petit peu de Scrum au milieu avec des développeurs. Et ensuite, pour partir en prod, on repart en fall avec le système à l'ancienne. J'aime beaucoup l'idée qu'on demande aux développeurs d'être agiles. Tout l'environnement autour est rien, mais bon, allez, comme vous faites, vous allez nous faire un peu d'agilité. Ce qui est souvent en plus synonyme de vous allez vous adapter. Nous, c'est un peu compliqué parce que on a des responsabilités, on a des choses à faire, mais vous allez vous adapter. Et puis, ça en dit long aussi du manque de respect qu'on donne aux développeurs, or qu'en fait, c'est eux qui produisent la valeur dans un monde numérique, et c'est d'une violence totale, en fait. Voilà. Mais bon, moi, je vais quand même vous demander un petit peu, même je vais vous expliquer à l'un et à l'autre, aux 2 PST, un petit peu comment il faudrait faire. Donc, étape 2 de l'article, si vous souhaitez être plus efficace, et là, je vous regarde, et je m'adresse à vous, à nos éditeurs, mais à toi, Philippe, à toi, François. Donc, si vous souhaitez être plus efficace, vous devez ajouter un processus et non le supprimer. Donc, et là, il attaque. En plus, il dit, ils nous ont fait assister aux cérémonies, entre guillemets, un nom sophistiqué pour une multitude de réunions, stand-up, préparation, planification, rétrospective, et Scrum of Scrum. Nous avons passé plus de temps à parler qu'à faire. Donc là, visiblement, à Scrum, on discute beaucoup, ça va être sympa. Super intéressant. Cette phrase, en plus, elle permet de faire beaucoup de pédagogie. Alors, je vais repartir avec une métaphore. J'adore comparer Scrum avec le jeu des échecs. J'ai d'ailleurs le bonheur de jouer aux échecs et j'ai bien appris qu'il y avait 4 types de coups aux échecs. Il y a des bons coups, qui sont parfaits pour implémenter notre stratégie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des imprécisions. C'est des petites erreurs qu'on fait, ça veut dire qu'on aurait pu mieux jouer. Et après, on rentre dans les erreurs. Donc là, ça peut être dommageable sur du moyen long terme pour la partie. Et on a la gaffe. Donc ça, c'est la grosse bêtise. Je mets madame devant un pion et je me la fais manger. Alors ici, déjà, il faut savoir une chose, c'est que dans Scrum, Ken Schwaber, il est très, très rigoureux sur la sémantique de Scrum. À partir du moment où vous changez les mots de Scrum, vous ne faites plus du Scrum, vous faites autre chose. Ici, j'ai entendu le mot cérémonie. On entend aussi souvent rituel. Donc cette personne-là
Enfin, s'il faisait des cérémonies, pour moi, il ne faisait pas du Scrum. J'ai entendu le mot daily stand-up. Non, en Scrum, on fait du daily Scrum. Parce que d'ailleurs, on enseigne une formation qui s'appelle la PSM Advanced, la PSM 2. Et dedans, on fait voir aux élèves une petite vidéo où les gens sont tout en rond autour de la salle avec un Scrum Master qui coordonne. Et notamment, ils sont debout. Il y a une personne qui est une attelle qui est blessée, qui est obligée de rester debout pendant un quart d'heure. Donc, Scrum ne dit pas... C'est horrible. Scrum ne dit pas qu'il faut rester debout pendant un daily. Je vais peut-être te laisser un petit peu rebondir, François. Donc déjà, pour moi, là, on est encore hors sujet. On ne parle pas de Scrum, on parle d'autre chose. Mais on parle en tout cas de l'idée, finalement on parle de l'idée qu'on se fait de Scrum ou qu'on pourrait se faire de Scrum sans rentrer dans le détail. Qu'est-ce que t'en penses, François? Enfin, tu voulais rebondir. Ouais, en fait, juste poursuivre en fait ce que Philippe disait. Le fait que les termes soient importants, c'est pas une coquetterie. Si on parle pas la même langue, on peut pas se comprendre. Le patois, c'est mignon, ça a du charme, c'est adorable. Quand tu es en vacances et les gens ont un accent chantant, tu kiffes. Mais si on n'utilise pas les mêmes mots, si les mots n'ont pas le même sens, on peut pas se comprendre, on peut pas être efficace, on peut pas aller vite. Ça crée des problèmes relationnels, émotionnels, business, technologiques. C'est un luxe qu'on n'a pas vraiment envie de prendre, en fait. C'est assez dangereux pour une organisation. Donc, la clarté, la précision des termes, elle est majeure. Et là, on voit on voit les conséquences. Là, on nous dit n'importe quoi et on appelle ça Scrum. Pourquoi pas? Je fais du roller, j'appelle ça un vélo. Pourquoi pas? Mais c'est dur de se comprendre. Ça nous ramène à ce que j'appelais, moi, le syndrome de la tour de Babel. Le plus grand désastre de l'humanité qui a eu lieu il y a 5000 ans. C'est-à-dire que les gens voulaient construire une tour pour monter jusqu'au ciel. Et à un moment donné, un phénomène a fait que les langues se sont multipliées et les gens n'arrivaient plus à se comprendre et le projet a complètement capoté. Et à partir du moment où on a des problèmes de communication, on n'utilise pas typiquement les beaux mots, il peut y avoir des confusions. Et moi, dans ma carrière, j'ai vu des gens venir se plaindre parce qu'ils faisaient des daily stand-up ou des daily scrum d'une demi-heure debout et le consultant en question avait des problèmes de dos et ça le foutait en colère. Et en plus, il y avait les management qui venaient voir ce daily scrum, c'était insupportable. Donc tout ça, c'est des dérives, c'est pas du scrum. C'est pas du scrum. On met un mot, mais on change pas les pratiques, quoi. En fait, c'est de l'habillage, ouais. Alors ensuite, tu parlais de discussion. Ah bah oui, ça, nous avons passé plus de temps à parler qu'à faire. Voilà. Alors on fait allusion aux événements qui sont appelés ici cérémonies. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en Scrum, tous les événements ils sont time-boxés. C'est un principe très important qui est souvent incompris par les personnes. C'est que si vous time-boxez un événement, par exemple, à 2 heures, c'est le temps maximum alloué à l'activité. Mais si vous avez fini en 20 minutes, parce que vous êtes super bon, vous quittez en 20 minutes. Voyez. Donc déjà, on n'est pas obligé de rester à discuter pendant des heures. Ensuite, chaque événement, on verra, c'est des opportunités formelles de quelque chose et surtout de planification. C'est-à-dire que par exemple, 2 semaines, on va discuter au sprint planning pour replanifier les prochaines 2 semaines par rapport à ce qu'on a appris lors de la dernière review, donc nos interactions avec le client, pour voir si on est toujours en phase. Donc, on replanifie. Tous les jours, on rediscute notre plan pour voir si on n'a pas un meilleur plan pour atteindre l'objectif du sprint. Et ensuite, à la sprint review, on va replanifier avec les intéressés en leur montrant des choses qui fonctionnent pour voir si on est toujours en phase avec ce qu'ils attendent. Et je vais revenir de l'importance de cela. Et ensuite, dans la rétrospective, on va discuter, planifier des actions d'amélioration. Donc, en permanence, c'est vertueux. Et il y a une chose qui est très, très importante, moi, que je dis souvent, et puis important pour nos auditeurs aussi qui se questionnent peut-être de l'intérêt des événements Scrum. Les événements Scrum, ils ont été conçus pour provoquer le changement. D'accord ? Donc, ça veut dire que si on ne veut pas aller dans ces événements, on ne va rien changer. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde VUCA. Je rappelle l'acronyme, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Donc, toutes les personnes aujourd'hui qui tracent des plans sur 2, 3, 4, 6 mois, s'ils ne rediscutent pas les plans, ils vont avoir quoi ? Ils vont avoir des déviations avec des dysfonctions et des résultats potentiellement assez négatifs. Et au moment où ils vont s'en rendre compte, ce sera trop tard, parce que l'écart sera trop grand.
Et donc, l'avantage de discuter de manière régulière, c'est de provoquer les micro-changements et les changements qui vont permettre de corriger les déviations, quelle que soit leur nature. Ouais, donc j'ai un copain qui a coutume de dire que la première victime de la bataille, c'est le plan. Et finalement, c'est un petit peu ça. C'est l'idée, en tout cas, d'avoir une espèce de plan qui s'adapte régulièrement, qui est plutôt un cadre d'ailleurs qu'un plan avec des items. Je sais pas si François, tu peux aussi. Ce qu'on voit bien, c'est que cette affirmation en fait de Santiago, elle est marrante parce qu'elle démontre, en fait, c'est un négatif de Scrum. En fait, il décrit tout l'inverse. Et c'est assez rigolo. Et il appelle ça Scrum, mais tout l'inverse. Parce qu'en fait, tu l'as dit dans le timebox, tu l'as dit dans les événements qui provoquent le changement, dans le fait qu'on planifie en continu, en fait, avec des boucles de rétroaction à 24 heures, au sprint et tout ça. Et en fait, on voit que tout ça, c'est de la pensée lean, en fait. C'est la réduction des travaux inutiles. Donc, c'est vraiment tout le contraire du blabla. C'est vraiment tout le contraire, en fait, qu'on fait. Donc là, on voit qu'il dit l'inverse de ce que c'est assez drôle, quoi. Oui, mais je suis assez d'accord là-dessus. Alors moi, une très très mauvaise nouvelle. Je suis en train de lire mon script et je m'aperçois que notre podcast n'est pas Scrum parce que nous avons en Scrum, le troisième item, il dit « Nous avons interdit les ordinateurs portables lors des réunions ». Là, je suis en train de lire le script sur un ordinateur portable. Nous avons dû rester debout, c'est ce que tu disais. Nous avons fait circuler un ballon pour que tout le monde soit attentif. Alors, on est encore une fois beaucoup dans... Moi, ce que j'entends déjà, il y a pas besoin d'être très connaisseur pour voir qu'on est quand même dans une injonction de choses qu'il faudrait faire. Et alors, vous parliez des mots, mais il n'y a pas un peu une injonction quand même de Scrum, de ce qu'il faut faire ou pas faire, les choses bien et les choses mal? Alors, ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, Scrum te dira jamais comment tu dois travailler. En fait, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, si tu trouves ça dans le guide Scrum, accroche-toi. Hein. Scrum, c'est un peu comme les règles du foot ou les règles du volley. Après, comment tu joues dessus, comment tu dribbles, comment tu te fais des passes. Bon, ça, c'est à toi de t'améliorer, en fait. Hein. Mais t'as un cadre qui t'aide, en fait, à atteindre tes objectifs et à t'améliorer en continu. Donc, en fait, le fait que tu amènes les ordinateurs portables ou pas, c'est ton choix. Tu peux changer d'avis, que tu restes debout, allongé, que tu danses. Ça, c'est qu'est-ce qui marche pour toi. Que tu fasses circuler un ballon ou pas, on s'en fout, en fait. Qu'est-ce qui marche pour toi? Qu'est-ce qui est efficace pour toi? Donc, voilà ce que j'ai à dire. Philippe, tu dirais quoi? Moi, je rebondis sur ce que tu dis. Avec ton ballon? Pour moi, j'en ai un dans mon sac. J'ai un ballon talent Gilles avec moi. Moi, je dis toujours, le juge de paix, c'est la valeur délivrée et c'est la satisfaction du client. Donc, en fait, Scrum, c'est un cadre dans lequel on a une liberté infinie, mais par contre, un cadre. Donc, on a quand même des limites, ce qu'on appelle enabling constraint. Et beaucoup de dirigeants d'entreprise, de managers ont tendance à pas être confiants dans l'auto-organisation. On leur rappelle toujours, n'oubliez pas, vous avez un rendez-vous à la fin du sprint, la sprint review, où là, l'équipe, elle vient rendre des comptes sur ce qu'elle a bien fait, moins bien fait, où elle en est, avec une transparence complète sur l'avancement, le consommé, etc., etc. Ça, c'est extrêmement important à savoir. C'est intéressant et moi je voudrais qu'on aille un peu plus loin là-dessus. Alors est-ce que je pourrais dire un truc là-dessus, si vous voulez bien tous les deux. Alors c'est vrai que quand on le dit comme ça pour les leaders, elle vient rendre des comptes, et c'est rassurant et c'est vrai. Mais ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que le management, le leadership qui fait partie des parties prenantes aussi, ils viennent rendre des comptes en sprint review parce qu'ils viennent aussi apporter de la clarté sur c'est quoi leurs enjeux, où est-ce qu'on va, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui change dans notre activité. Et ça aussi, ça va permettre à l'équipe d'être meilleure et de mieux y répondre. Parce qu'il y a énormément d'organisations, globalement une grande majorité en fait, où on vient d'un monde tayloriste, séquentiel, pyramidal, où il y a des équipes qui disent où est-ce qu'on va? Et les organisations ne savent pas forcément où est-ce qu'elles vont. Elles disent je veux gagner plus d'argent, je sais pas quoi, mais oui, mais comment? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qui nous rassemble? Et ça c'est compliqué. Et donc on a vraiment besoin de cette collaboration, en fait. Donc, en fait, on doit rendre des comptes, mais tout le monde se rend des comptes, en fait. On travaille ensemble. Ouais. Alors, je voudrais que tu reviennes sur cette idée de rendre des comptes, parce que ça peut donner un petit côté jugement derrière, et je pense qu'il y a un peu plus que ça. Je sais pas, ou Philippe, Ouais, je voulais juste rebondir sur ta première question concernant les ballons et toutes les pratiques autour, juste pour apporter un petit peu de clarté pour nos auditeurs. En fait, Scrum est minimaliste. Il a été volontairement créé de manière incomplète pour laisser la place en fait à l'intelligence collective des personnes qui l'utilisent.
Donc, il donne un certain nombre de règles avec des objectifs clairs qui vont être la qualité, la productivité, la production de valeur et la résolution de problèmes complexes dans des environnements complexes. Maintenant, ce que nous, Scrum.org et les PST, on promouvoit, c'est qu'il faut savoir qu'autour de cela, alors déjà, moi je vais revenir sur quelque chose que M. Ken Schwaber m'a appris et qui a vraiment changé ma vie. C'est un mot. Professional. En fait, quand vous faites du Scrum, on parlait de pâtisserie tout à l'heure, on va reprendre l'exemple. Si tu embauches un pâtissier, tu lui donnes un framework, c'est-à-dire tu vas lui donner sa petite boîte du CAP pâtissier avec tous les outils, tu t'attends quand même à ce qu'il sache utiliser ces outils. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, c'est un cadre dans lequel il faut des professionnels. Je parlais des échecs tout à l'heure, je peux t'apporter un jeu d'échecs. Moi, je donne des cours d'échecs à ma petite nièce, elle a 9 ans, et elle arrive à jouer. Mais avant d'atteindre un score de 2500 Elo et d'être capable d'être grand maître ou de battre un grand maître international, le chemin sera long. Et Scrum, c'est pareil. On a les règles du jeu, par contre, c'est pas parce qu'on fait du Scrum qu'on va réussir. Après, c'est notre professionnalisme. Par contre, Scrum va permettre justement d'amplifier, de booster en fait notre capacité à croître et prospérer dans le monde du digital, où on sait que par essence, on est dans le domaine complexe, parce que la maison de Scrum est dans le domaine complexe. Et donc, autour de ça, pour en revenir au ballon et compagnie, c'est qu'autour de Scrum, on a des myriades de ce qu'on appelle des pratiques complémentaires. Alors, on a des pratiques complémentaires qui sont classifiées techniques et on a des pratiques complémentaires qui sont plus des pratiques process et interpersonnelles humaines. Par exemple, si je cite une pratique humaine, ça va être le peer programming. D'accord ? Et en fait, en Scrum, on aura aussi des outils, parce qu'un des points très très importants que d'ailleurs beaucoup de Scrum Masters ne savent pas adresser, c'est aider les individus, les équipes et les organisations à naviguer dans des conflits. Alors parfois, les Scrum Masters ne sont même pas au courant de c'est quoi un conflit. Tu parlais d'analyse transactionnelle. Tout à l'heure, on a énormément de modèles, la ProcessCom, la PNL. Et en fait, comprendre l'autre, être capable de communiquer, savoir qu'à partir du moment où on met en œuvre de l'intelligence collective, on rentre en conflit. Alors après, il y a différents niveaux de conflit. Parfois, les Scrum Masters sont au courant de ces situations, mais ne savent pas naviguer dans les conflits. Donc, on a énormément de choses, en fait, qui appellent du professionnalisme, mais qui ne sont pas adressées. Mais gardons en tête qu'il y a le framework, il y a les pratiques complémentaires. Et la bonne magie, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas, comme tu disais, François, tout à l'heure, il n'y a pas de one size fits all, c'est qu'il va faire son marché dans les pratiques complémentaires, les bonnes pratiques, et encore implémenter de manière ad hoc. Parce qu'on dit toujours, les principes sont universels, par contre, la manière de les appliquer sont chaque fois uniques dans le contexte où on les applique. Ouais, le fameux principe de l'empirisme. François, je voudrais que tu reviennes un peu aussi, que tu détailles un peu ce mot professionnel, parce que je sais que c'est un mot qui est important pour toi, que tu utilises beaucoup, et que moi, j'ai eu du mal à comprendre et à voir ce qu'il revêtait exactement. On a eu la vision de Philippe, j'aimerais un peu avoir la tienne aussi, un peu en complément. Ouais, dans le professionnalisme, t'as une notion de transparence, t'as une notion de courage. Et du coup, comment tu vas l'appliquer aux environnements, c'est toujours différent. Et puis tu vas aussi l'associer à une forme d'éthique aussi, sur des choses que tu t'autorises ou que tu t'interdis, et être transparent par rapport à ça. Le professionnalisme, ça serait aussi de pas prendre des décisions à la place du client, notamment par exemple sur la qualité. C'est au client à choisir ce qui est requis par rapport à ça. Et être transparent par rapport à ça. Et parfois, ça amène à avoir des discussions un peu difficiles, avoir le courage de porter des décisions. Et c'est un challenge. C'est un challenge. Mais c'est nourrissant aussi, parce que c'est aussi la fierté de faire. Quand une équipe délivre du donne, quand elle... Moi, c'est ma toute première transformation agile, ce qui m'avait vraiment surpris. C'est l'attitude physique des développeurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils commençaient à marcher plus droit. Moi, j'avais pas mal de développeurs, en fait, qui étaient un peu genre... C'était bon, ils étaient un peu genre les autres, c'est des cons, tu sais. La drôle. Posture de l'expert. Voilà, c'était drôle. Et en fait, au bout de quelques sprints, on avait du done qui commençait à vraiment vivre, une fréquence de livraison qui commençait à accélérer. Et il commençait à être plus détendu, il marchait plus droit. Enfin, c'est un truc qui m'a frappé, je ne m'y attendais pas. Il commençait à être plus souriant, plus ouvert. Il commençait en vrai à être sacrément fier de ce qu'il faisait. Il commençait à prendre confiance en eux.
Et ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à des impacts business, technologiques, mais je ne m'attendais pas à cette transformation humaine. Et plus de professionnalisme, en fait. Ouais. Je pense que ça veut dire aussi que tu parles à des adultes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est que les gens, tu rends les gens adultes dans un monde quand même terroriste, qui a quand même été, avec la séparation des tâches, une certaine déresponsabilisation. C'est ça. Voilà. Philippe, tu voulais rebondir? Ouais, Philippe, il y a un truc à dire. Ouais. Pour le faire simple, je vais le faire à l'envers, avec les anti-patterns du professionnalisme en Scrum, qui sont très connus. Hein. Je vais citer le Scrum amateur, le Scrum mécanique, et celle qu'on aime bien dire, c'est le zombie Scrum, donc le Scrum où il n'y a pas de sang. Donc, pas de valeur, pas d'empirisme, pas de transparence, pas d'inspection, pas d'adaptation. Le Scrum mécanique, on le comprend vite. Hein. Je fais un daily Scrum, j'ai fait un sprint planning, paf, je suis dans le Scrum. Mais il n'y a rien qui sort. D'ailleurs, j'aime bien citer cette phrase de Peter Drucker qui dit « Il y a plus gros gaspillage que de créer avec très haute efficience un produit dont personne ne veut. » Et donc ça, typiquement, c'est pas du Scrum. Parce qu'on va toujours vouloir aller vers la valeur. Et donc, définir le professionnalisme en montrant ce qui n'est pas professionnel, ça permet de se dire, et comme tu disais François, quand on voit des gens contents de travailler, des gens qui de manière consistante atteignent les objectifs de sprint, ça délivre, comme on dit dans le métier, là on commence à être dans le professionnalisme. Ok, merci. On va continuer de délivrer, parce que je vois que le temps passe, je vais être un peu timekeeper aussi là-dessus. Donc, et là, on va arriver au point 4. Voilà, donc je recite, nous avons passé plus de temps donc c'est toujours notre auteur qui parle, nous avons passé plus de temps à estimer des points d'histoire qu'à écrire des logiciels. Les story points mesurent la complexité, pas le temps. Mais nous avons dû décider combien de story points pourraient être intégrés dans un sprint. Donc là, peut-être rappeler un petit peu ce que c'est qu'un story point, un peu un point de vocabulaire, et puis de redonner du contexte, et puis de dire, encore une fois, on est un peu sur cette idée de bavardage, de perte de temps. C'est quand même un des tempos de l'article. Alors sur ce point-là, encore une fois, je commence hors sujet. Story point, ça n'existe pas dans le Scrum Guide. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des gros courants que tu connais, François, qui sont les no estimate. Hein. Alors, avec plein de très bonnes techniques qu'on va aller chercher dans le Lean. Et il y a un point là, par contre, où je suis d'accord avec lui, c'est que souvent, les estimer, c'est un gros gaspillage, une perte de temps. Et comme disait Warren Buffett, c'est toujours mieux d'être approximativement exact que précisément faux. Et je t'interromps direct, Philippe, on va être copains. Si tu commences à citer des financiers en agilité, on va être vraiment copains parce que j'y vois tellement d'analogies entre la finance et Scrum que c'est génial. Merci. Et on oublie souvent la vision économique. Mais bien sûr. Et j'aime bien, moi, une phrase que je cite souvent pour rappeler les product owners, les organisations et les Scrum Masters à leur devoir. Désolé, je vais la faire en anglais. Elle est bien « You may ignore the budget, but the budget won't ignore you ». Donc les gens qui font la sourde oreille sur les finances se font très vite rattraper. Et si vous vous en occupez pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place et ça peut faire mal. Ouais, j'aime beaucoup. Ça fait du bien de rentrer dans le dur. Hein. La bottom line, c'est ce qui compte en fait. Oui. Hein. Ouais, et puis c'est ce que tu disais, Philippe, au début, c'est de délivrer de la valeur dans tous les sens du terme, quoi. Pour les équipes, pour les gens, pour les clients, et au final, quoi. Alors, je voudrais revenir quand même sur les story points, donc une petite explication de texte. Donc, les story points, c'est une unité de complexité qui généralement est indexée sur ce qu'on appelle une suite de Fibonacci modifiée. On s'est rendu compte que ça marchait plutôt pas mal. Le seul problème, c'est qu'on en a détourné l'utilisation. C'est qu'à la base, c'est un outil de forecast à destination de l'équipe et uniquement de l'équipe, pour être capable de se projeter sur les prochains sprints par rapport à ce qu'ils ont appris. Et pour ça, le nombre de story points qui est délivré par une équipe chaque sprint a un nom, ça s'appelle la vélocité. Là encore une fois, on verra que la vélocité est souvent micromanagée et ça crée énormément de problèmes. Donc Scrum ne prescrit absolument pas d'utiliser des story points et de dire combien on peut en mettre dans les sprints. Scrum prescrit simplement que les développeurs doivent avoir un plan qui s'appelle le sprint backlog pour savoir ce qu'ils vont faire au prochain sprint. Et je précise encore, vous ne trouverez pas le mot estimer ou estimate dans le Scrum Guide. Par contre, on va parler de sizing, de dimensionnement. C'est-à-dire, et là encore on revient à la vue économique, c'est quand même bien de savoir si le produit qu'on veut développer, ça va coûter 20 millions ou 500 000 euros. Voilà. Donc, ils doivent quand même à peu près dimensionner, donner des ordres de grandeur.
ça va leur permettre de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent absorber dans le sprint. Ok. François, tu avais un petit point à rajouter là-dessus ? Non, tout a été dit. Ce que je pourrais rajouter en complément, juste, c'est que ces histoires de story point, c'est culturel. Ces unités, quand on décide d'en faire des estimations, c'est culturel. Donc c'est ce que Philippe disait, c'est au niveau d'une équipe, puisque c'est culturel, c'est dans un cercle de confiance. Si c'est utilisé, si c'est utile, alors c'est à ce niveau-là. Et ouais, c'est tout en fait. Ouais, c'est toujours l'empirisme. Et puis après, moi, je note quand même, et je pense que vous retrouverez bien sûr toutes les ressources et tout ce qu'on cite dans les commentaires du podcast, mais je note quand même la citation que tu viens de nous sortir, Philippe, que j'aime beaucoup sur la finance et l'ignorance, que je trouve très parlant. Là, c'est parti. Moi, je dis qu'il faut toujours avoir une vue économique sur ce qu'on fait, parce que les finances rappellent rapidement à l'ordre, même en permaculture. Ouais, mais c'est marrant parce que j'allais faire exactement le rapport. T'es un homme de la terre, donc la terre, elle produit ou elle produit pas. C'est un peu le bon sens paysan sans être dans le cliché. Qu'est-ce qu'on met en face, hein ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de polémiques sur quand on met beaucoup d'outillage avec du pétrole qui engage énormément de calories, et quand on voit qu'on sort des carottes qui vont être également traduites en calories, le ratio entrant-sortant est très déséquilibré. Donc des fois on surinvestit, et il faut avoir cette conscience-là. Ouais. Donc typiquement, pour faire les choses simplement, si tu fais de la traction animale, ton entrant en termes de calories il est beaucoup plus raisonnable que si tu viens avec un gros tracteur. Philippe, t'es carrément en train de me chauffer là, parce que en fait, un des prochains épisodes qu'on va faire, ça sera justement Scrum et la finance. Je suis en train de le préparer. Et du coup, ça me motive encore plus. Je pense que typiquement dans le backlog, il va augmenter. Il va arriver plus vite que les autres. Donc pour rester dans les temps, pareil, ça c'est hors sujet. Enfin, Scrum ne prescrit absolument pas. Ça peut être une erreur stratégique de mettre des story points dans un environnement, surtout si ça sert de micromanagement pour mettre de la pression sur l'équipe. Et ce qu'on voit parfois même, c'est dans des contrats, on a monétisé les story points, c'est-à-dire qu'il y a la facturation en fonction des story points. Et là, on va rappeler le principe des suboptimal metrics. Dites-moi sur quoi vous allez me mesurer et je vous dirai comment je vais me comporter. Vous voulez de la vélocité, vous allez en avoir, mais ce sera de la vélocité de choses qui seront surévaluées, ou alors ce sera des PBIs. Là, on va parler un peu d'innovation rate, des choses qui sont de la maintenance, de la résolution de dettes techniques, donc des choses qui n'apportent pas de valeur. Ouais, toujours pareil, on revient à cette question de qu'est-ce que la valeur, qu'est-ce que la vraie valeur, etc. On va avancer. Je pense, François, qu'il est temps de faire des t-shirts pour Moondrop, le podcast. Voilà. Ouais, ça serait une bonne idée. Je pense qu'il est temps, voilà, parce que le point 5, quand même, Thibaut, nous attaque. Si tu permets, je pense que le point 5, le point 6 et le point 7, en fait, on peut les réunir et on les a déjà quasiment adressés. Ouais, très bien. Bah, écoute, ouais. Moi, je vais suivre ta suggestion. Je vais les lire un petit peu parce qu'effectivement, on a commencé à les adresser. Philippe a commencé à répondre déjà. Voilà. Ouais. Donc, effectivement, parce qu'il parlait effectivement des story points et des points, etc. Mais effectivement, on a donc le point 5, c'est j'ai dû. Donc, toujours pareil, hein, il est en position quand même de victime. De victime. En tout cas, pas de personne qui décide. On lui a dit quoi faire. Qui s'auto-organise. Voilà. Donc, point 5, j'ai dû utiliser des tailles de t-shirts pour estimer les logiciels. On verra qu'il y a une référence derrière que moi, j'avais pas, mais que François m'a expliqué en off, parce que là, je comprenais pas. Point 6, nous avons mesuré combien il en coûtait pour livrer un story point, puis nous avons rédigé les contrats dans lesquels les clients payaient pour un ensemble de 500 story points. C'est exactement le point que vient adresser Philippe. Voilà. Et point 7, la direction, hein, la fameuse direction, hein, celle qui est au-dessus, a perdu la tête lorsqu'elle a découvert que 500 story points dans un projet n'était pas la même chose que 500 story points dans un autre projet. Et donc, nous avons eu des nombreuses réunions pour résoudre ce problème. Donc, qui dit nombreuses réunions, on est encore aussi sur cette question de gestion du temps qui n'a pas de valeur. Alors moi, ma première réaction, c'est en Scrum. François, question pour toi. Est-ce qu'on délivre des story points ou on délivre de la valeur ? Des story points, bien sûr. Non, mais c'est ça qu'il faut voir, c'est que vous avez ce qu'on va appeler du management dans des entreprises qui passent leur temps en stirco à regarder des slides avec ce que j'appelle des watermelon KPI, les indicateurs pastèques, c'est-à-dire qu'on présente des choses
qui sont des métriques, par exemple, de Learn Value Management avec les CPI, SPI, EAC, etc. Et qui ne rendent pas du tout compte de ce que nous, dans l'agilité, on estime comme du bon avancement. The primary measure of progress if working product. Ils vont jamais en review voir si ça marche. Par contre, ils vont aller regarder des statistiques et notamment des volumes de story points délivrés. Et ça, c'est complètement à côté de la démarche lean, agile, qui est value-driven. Et là, on est vraiment sur du consommer, sur de l'effort. Ça. Ouais, des métriques un peu inutiles, en fait. Qui, en plus, ne font absolument pas partie de la gouvernance telle que prescrite par Scrum Power, parce que nous, on utilise de l'EBM, l'Evidence-Based Management, et on a bien d'autres métriques beaucoup plus valables, dont d'ailleurs la satisfaction des clients, le niveau d'usage, etc. On a plein de choses. Le niveau de dette technique, qui est quelque chose de très, très important à prendre en compte pour savoir où est-ce qu'on en est. L'innovation rate, est-ce que chaque fois qu'on produit, on apporte des fonctionnalités aux clients, ou alors on passe des patchs qui viennent en fait mettre à jour ton système, et pour toi c'est totalement invisible. Alors moi j'ai une question là-dessus justement. Comment tu fais, Philippe, comment tu fais, François, comment vous faites pour sortir un peu tous ces managers de leurs slides, de leurs métriques, etc., et pour leur montrer qu'il y a d'autres choses. Parce que s'ils sont dans ces slides et ces métriques, c'est aussi parce que les organisations les demandent, parce qu'ils ont des comptes rendus, etc. à faire. On leur dit... Comment vous faites un peu en termes de leadership, de changement, pour dire, non, là, si tu veux que ton projet il avance... Alors, la question elle est tellement large que je pourrais en parler pendant 1000 ans, mais c'est pas le but. Par contre, je voudrais la réassocier par rapport à ces points en fait de Santiago, parce qu'en fait, tu vois, il se met dans une posture de sous-traitant à un moment, et je pense que ça aussi, on peut l'associer avec ce que tu viens de dire. En fait, ce que tu veux, c'est acheter de la capacité et te réaligner sur où est-ce qu'on va ensemble. Et la question que tu as posée, c'est où est-ce qu'on va ensemble. En fait, c'est du leadership produit, donc là, il y a plein de façons d'y arriver. Mais c'est vrai que dans une logique de sous-traitance, on ne va pas acheter des story points, on va acheter de la capacité, on va acheter un sprint, 2 sprints, ça se passe bien, voir comment on peut s'aligner. Quand je gagne, tu gagnes, et que c'est comme ça qu'on peut collaborer. Parce que si on ne va pas au même endroit, et si on ne construit pas ça, et ça peut pas être quelque chose qui est mis en dur, c'est quelque chose... On va utiliser l'empirisme, parce que peut-être que gagner, pour moi, ça veut faire peut-être plus de chiffre d'affaires, ou peut-être apporter une meilleure satisfaction à mes clients, à mes end-users. Et du coup, s'aligner là-dessus et acheter de la capacité. J'adore ce que tu dis, François, et je vais continuer là-dessus. En fait, souvent, quand vous voyez tout ce que tu décris là, Thibaut, autour des story points et tout, c'est qu'il y a un fondamental qui n'est pas en place dans l'environnement. La confiance, le trust. Et en fait, l'attendu de la mise en œuvre du processus empirique Scrum au travers de la transparence d'inspection et de l'adaptation, qui va venir corroborer avec les valeurs, c'est que ça va construire de la confiance. Et à partir du moment où il y a de la confiance, on fonce. On se concentre sur les objectifs et la valeur générée, et on lâche un peu tous ces points de contrôle parce qu'on ne fait pas confiance. Et moi, parce que la qualité d'un Scrum Master aussi, c'est read the room, la lecture d'une pièce, la lecture d'un environnement. Quand vous voyez ce type d'attitude, vous pouvez tout de suite vous dire, dans cet environnement, on n'a pas réussi à building trust. Et donc, le rôle, et puis comment est-ce qu'on s'y prend ? Tout simplement, utiliser des coachs professionnels. Des gens qui ont la bonne lecture et qui vont mettre le coup de tournevis au bon endroit. Et là, on va faire quelques rappels de pensée systémique. Et aujourd'hui, on va plus avant encore dans les sciences du flow, on va parler de complexity thinking. Donc, c'est des attitudes qu'on a qui vont nous permettre d'agir au bon moment. Je vais donner un exemple très, très simple. Souvent, une des peines qu'on a, c'est qu'on n'avance pas assez vite. Peine, c'est difficulté, hein. C'était souffrance, hein, c'était le terme anglais. Ouais. Ce que nous dit le system thinking, par exemple, c'est que le point d'interconnexion le plus lent, le plus rapide d'un système ne peut pas être plus rapide que le point d'interconnexion le plus lent. Si on fait une petite métaphore simple, vous roulez avec une voiture de sport sur le périphérique, par exemple une Ferrari, et vous roulez à 30 à l'heure, parce que vous êtes dans un bouchon. Vous pouvez vous dire, il faut que j'optimise ma Ferrari pour aller plus vite, je vais mettre un quadruple turbo. Non.
En fait, c'est tout le système qu'il faut changer. Et l'endroit où on intervient, et souvent, on va essayer de booster la Ferrari, donc mettre la pression sur les développeurs, mais le développeur est déjà dans un système où il y a énormément de gaspillage, de lenteur et d'obstacles. Et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à lever pour créer un système qui soit vertueux dans lequel on va pouvoir accélérer. Ouais, l'environnement, la force de l'environnement. Absolument. Clairement. Et la force de l'environnement d'un point de vue structurel et processus, mais également d'un point de vue psychological safety, c'est-à-dire mettre une sécurité ontologique pour les personnes de manière à ce qu'elles puissent s'exprimer dans un environnement sûr. Et donc, prendre les risques de l'expérimentation, avoir le droit à l'erreur, apprendre vite et accélérer. Ouais, c'est hyper intéressant. Et tout ça, ça se fait donc avec une équipe. Mais l'équipe est quelquefois, et j'aborde le point suivant, puisqu'on a un environnement, mais on a une équipe dans cet environnement qui est assez définie dans Scrum. Et dans le point suivant, ce que nous dit Valderra, il nous dit point 8, imaginez avoir un manager, un Scrum Master, un Product Owner et un responsable technique. Il fallait répondre à tous et à aucun simultanément. Donc là, visiblement, il dénonce une espèce de multiplication des rôles à qui on ne peut pas parler ensemble. Enfin, ou visiblement, c'est un peu compliqué, Scrum, non? Enfin, il y a beaucoup de rôles. Alors, là-dessus, là, encore une fois... Tu te lances. D'ailleurs... N'hésitez pas à me lancer des trucs à la figure. Je vais parler formation maintenant. On a un exercice magnifique dans la PSM2 où, en fait, on met les 3 rôles de Scrum, plus un project manager, un line manager, donc des gens qui sont en dehors. Et en fait, on met sur des cartes toutes les responsabilités. Et en fait, quand vous faites l'exercice, l'intégralité des responsabilités demandées dans le cadre de l'exécution de la construction d'un produit en Scrum, elle est gérée par 3 rôles. Développeurs, ceux qui sont responsables du comment. Product Owner, ceux qui sont responsables du quoi, qui engagent le budget dans le backlog. Et ensuite, le Scrum Master qui, lui, et je le répète, c'est super important, est entre autres responsable de l'efficience de l'équipe, donc de sa productivité. Ça veut dire que quand vous avez des problèmes avec Scrum, posez-vous toujours la question, mais que fait le Scrum Master ? Et donc, ces 3 rôles assurent l'intégralité. Et d'ailleurs, et c'est là où on fait l'exercice d'empathie après, mais que pense le chef de projet dans un environnement où il y a du Scrum? Moi, je sais ce qu'il pense. Qu'est-ce que je vais devenir? Parce qu'en fait, il se rend compte que si c'est bien appliqué, le Project Manager, finalement, il a intérêt à devenir Scrum Master, par exemple. Ouais, en tout cas, il y aura une mutation de la fonction. Ou pas, ouais. Et d'ailleurs, je suis juste une petite réaction. Je donne beaucoup de cours dans des universités sur Scrum et ils adorent ça. Et ils continuent à avoir des cours de gestion de projet et ils ont tous un rêve, c'est de devenir chef de projet. Et ça m'interpelle. Parce qu'aujourd'hui, la réussite, elle est dans la construction. On le voit bien aujourd'hui, quand on voit la guerre que se livrent Google et OpenAI entre ChatGPT et Gemini. C'est pas des chefs de projet qui sont à la manœuvre, c'est des développeurs. Alors c'est marrant ce que tu dis. Alors, on a besoin de chefs de projet dans les environnements très prédictifs. Attention, un chef de projet, c'est très bien. Mais là, on est dans les environnements complexes. Donc évidemment, on a besoin de quelque chose de un peu plus collaboratif. Mais il y a un bouquin qui s'appelait I'm Feeling Lucky. Je ne sais pas si vous avez... C'était la voix de Google. C'est la personne qui écrivait les textes de Google. Je crois que c'était le 59e employé. C'est un des tout premiers bouquins sur Google. Et en fait, il explique que dans les peut-être 2 ans ou 3 ans que Google existait, ils avaient déjà une verticale à 1 milliard et les fondateurs voulaient une autre verticale à 1 milliard. Donc c'était la recherche, enfin la recherche en ligne. Et ils n'avaient pas encore Gmail, ils n'avaient pas encore tout ça. Et il y avait les chiffres sont pas exacts, je m'en souviens plus très bien, mais 250 développeurs dans la boîte, c'est pas beaucoup à l'époque. Puis il y avait 75 chefs de projet. Et les 2 fondateurs, en fait, mettaient la pression chaque semaine au chef des chefs de projet en disant il faut que ça avance là, on voulait faire un truc d'email, on voulait faire un truc de machin. Et les chefs de projet, ouais, mais les développeurs, ils respectent pas les trucs, ils respectent pas les process, ils avancent pas assez vite. Enfin tu vois, la guerre des silos, en fait. Et ils ont pris une décision. Avant, ils avaient un rituel en fait qui se passe un peu différemment aujourd'hui, qui s'appelle Thank God It's Friday. Donc chaque vendredi, les fondateurs discutaient avec toute la boîte. Et là, ils ont dit au chef de projet. Alors, je voudrais pas traumatiser ceux qui nous écoutent, parce qu'on a plein de choses, à faire avec vous et il y a plein de trucs. Ils nous dit en fait, merci, on va passer à autre chose. Bon courage, bon vent. En fait, on arrête la chefferie de projet. Et aux 250 ou 280 développeurs, ils ont dit maintenant,
votre manager, c'est lui. Donc autant te dire que quand tu as une personne qui a 250 ou 280, elle a juste une responsabilité légale. Et que dans les mois qui ont suivi, ils ont sorti Gmail, Google News. Et en fait, ça a été une explosion d'innovation. On se rappelle quand même qu'avec Scrum, on ne gère pas des projets, on gère des produits. Exactement. Voilà, donc déjà, quand on a fait le shift là, quid du chef de projet. C'est ça. Ce qui est une aberration aujourd'hui. J'aurais envie de rester des heures avec vous à vous entendre. Là, ça me donne des idées dans les activités et tout. Il y a des phrases qui sont quand même assez incroyables. L'idée qu'on gère des produits et pas des projets. Enfin, on est quand même... Il y a vraiment un changement de paradigme et de culture, je pense, avec ce framework. Alors, moi, il y avait quand même dans la question aussi une idée je reviens rapidement sur l'idée quand même d'une communication difficile, voilà, parce qu'il faut parler à chacun, qu'on parle pas de la même manière à un Scrum Master, un Product Owner, un responsable technique. Je sais pas ce qu'il en est vraiment, ou si c'est pas un petit peu une lubie de l'auteur. Ouais, en vrai, Philippe a répondu. Tu as besoin de développeurs, tu as besoin de Scrum Master. Dans un environnement complexe, quand tu as un objectif business à atteindre, tu as besoin de développeurs, de Scrum Master, Product Owner. Et le reste, ça sera soit des parties prenantes. Tu auras besoin d'une organisation de leaders qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui vont travailler sur l'environnement, qui vont supprimer les obstacles, qui vont aider à ce que l'organisation, elle permette que les équipes réussissent et réussissent à faire aussi réussir l'organisation. Mais voilà. C'est réglé, en fait. Ouais, ok. Alors, on va passer sur le point 9, mais à mon avis, assez rapidement, parce qu'on revient encore sur cette idée de points qu'on brûle, etc. Voilà. Point 9, nous avons payé des gens qui nous disaient si nous brûlions des points assez rapidement, les histoires ne portaient-elles pas sur la complexité plutôt que sur le temps? C'était pas grave. Je sais pas très bien, il y a toujours cette idée un peu de vélocité qui est mal comprise, j'ai l'impression, à travers ce point où... Ouais, c'est un anti-pattern, en fait. Parce que, encore une fois, ce qu'on dit quand des gens s'inquiètent, il faut déjà partager les obstacles, ce qu'on appelle les impediments, donc partager tous les problèmes qu'on peut avoir potentiellement, parce qu'il y a toujours des problèmes qui arrivent, et aussi inviter les gens en sprint review, parce que souvent ces personnes-là qui viennent vous poser des questions bizarres, quand est-ce que ça sera terminé, donnez-moi une date, etc. Ces gens-là, vous les voyez rarement en sprint review. Ils ont autre chose à faire. Il faut venir là et regarder et puis partager tous ensemble. Parce que là encore, c'est pas un nous contre eux, us versus them, souvent ces silos qui se passent. En fait, tout le monde est collectivement embarqué dans cette aventure de création du meilleur produit possible pour l'organisation. Et c'est ça, en fait, la magie de Scrum, quand on arrive à un petit peu cette synergie et puis cette complémentarité dans le fait de travailler tous ensemble dans la même direction, être alignés. Parce que les personnes qui s'occupent de manager de la vélocité, ils y ont un intérêt qui peut être ce qu'il est, un intérêt de carrière ou pour se donner une importance dans l'environnement, mais c'est pas quelque chose qui va participer en fait à supporter. Et puis comme le disait François, très très important, l'attitude du leadership qui doit être un servant leadership et non pas du management. Le leadership et le management, on va pas rentrer dans les détails, c'est deux choses qui sont très très différentes. Être leader et être manager, c'est pas du tout la même chose. Dans les environnements agiles, la posture de leader est préférée et leader par l'exemple. L'exemplarité. Oui. Il y a un truc que j'aimerais mettre en complément en fait à ce qu'a dit Philippe sur les sprint review. Et c'est vrai qu'on veut que les gens ils viennent en sprint review. Et il faut que les sprint review aussi, il s'y passe quelque chose. Des fois, moi, j'arrive dans des boîtes où les sprint review, j'ai envie de me tirer une balle. C'est vraiment atroce. Et je dis, mais non. Et c'est vrai que des fois, on a besoin de visiter d'autres boîtes. On a besoin de voir ce qui se passe ailleurs pour savoir que c'est possible, que ça puisse être... Mais en fait, c'est juste super joyeux, en fait. Et ça peut être juste hyper intéressant. Et c'est comme ça que ça doit être construit, en fait. Et pour ceux qui sont en Île-de-France, alors c'est un exemple, alors, Michel Augustin, ils vont me détester, hein. Mais ceux qui sont en Île-de-France, n'hésitez pas, en fait, à vous inscrire chez Michel et Augustin. Ils font une fois par mois. Alors, des fois, c'est ouvert juste aux voisins, des fois, c'est ouvert à plus. Moi, on va dire, à minima, une fois tous les 2 mois. Ils font... Ils n'appellent pas ça sprint review, mais en réalité, c'en est une. Hein. Et ils invitent, moi je suis un voisin, j'habite à côté, donc je suis invité, et ils invitent d'autres gens, et t'arrives, et t'as un client potentiel, ou un client de la marque, hein, c'est une marque d'agroalimentaire,
Et tu rentres, alors ils te disent bonjour et tout ça, et puis ils te donnent un petit paquet avec de la gamification. Il faut que tu passes par 5-6 ateliers minimum et tu repars avec de la bouffe et tout ça. Et ils ont un format Science Fair, comme qu'on a dans les sprint review en agilité à l'échelle. Donc il y a plein de petits ateliers avec des animateurs, des animatrices qui disent voilà, ce gâteau, on a eu un feedback qu'il n'était pas assez croustillant. Et donc du coup, voilà, on a fait la version A, B, C, qui est plus croustillant, mais celui-là, il a plus un goût de pistache, celui-là, il a plus un goût d'huile d'olive. Et toi, tu les goûtes, et puis tu as un code 2D que tu scannes avec ton téléphone et tu donnes un feedback. Et ça, c'est hyper important parce que la légèreté et en même temps le sérieux du truc fait que, parce que tu vois, il n'y a rien de pire déjà, il n'y a rien de pire que de se faire chier. Donc en fait, on a envie que ce soit cool, qu'il y ait de la musique, que ce soit vraiment, vraiment chouette. Et puis, on a aussi envie qu'on n'ait pas la pression dans la réponse. Parce que tu vois, il n'y a rien de pire que ça te plaît ce que j'ai fait ? Ça te plaît ce que j'ai fait ? Et en fait, c'est pas oui, non, c'est plus compliqué. On cherche, c'est pour ça qu'on parle d'inspection collective. Et donc, du coup, on veut que les gens ils soient libres de dire j'aime pas, ou attends, mais t'aurais pas ça ? Ça serait possible de faire ça. On veut générer cette liberté de ton. Et c'est un super exemple, Michel et Augustin. Allez les visiter. Ouais, Philippe. J'adore ton exemple parce que justement, je vais rebondir techniquement sur le mot événement. Ce que tu décris, c'est vraiment un événement. C'est ça. C'est pas une cérémonie ou un rituel. Et là, on voit encore l'importance du mot, tu vois. Et j'adore cet exemple-là parce que il faut avoir de la créativité. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs, un des bons moyens de créer justement des synergies humaines, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle les liberating structures, les structures libératoires, qui permettent de créer des formats qui sont pas, comme tu disais, chiantes, où on s'ennuie et on est là parce qu'on nous a dit de venir. Mais c'est vraiment pour passer un bon moment et voir un produit, le manipuler, et puis surtout donner du feedback. Et on est là pour influer sur la roadmap, ce qui va donner du sens au prochain sprint planning, où on va prendre les feedbacks dans le backlog et on va les mettre en application dès le prochain sprint pour modifier les erreurs et puis s'adapter au mieux à ce que le client aura expérimenté lors de la dernière sprint review. Ouais, avec une idée, en tout cas, d'ouverture en face qui permet à la personne de faire ses feedbacks librement, comme tu disais. On est vraiment dans... Openness, voilà. Ouais. C'est ça. On réengage. Voilà. Et ouverture à la critique. On a bossé dur, on a fait un truc, et puis le client, il te fait 2-3 remarques négatives, mais c'est que du bonheur quand tu as justement cette valeur d'openness. Sauf que, parce que la critique, elle est plus destructive, là, elle est constructive. Exactement. Elle te permet de t'améliorer. Tout le monde est dans une posture d'amélioration. Et les gens, et on va continuer sur les valeurs, les gens ont le courage, parce qu'ils se sentent dans un endroit où ils peuvent le faire, de critiquer ce qui est... c'est pas évident. Ils ont la confiance, et l'environnement crée de la confiance, j'ai l'impression. Et ce que disait François aussi est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a de la transparence. C'est-à-dire qu'ils arrivent en disant, voilà, on a un problème. Le gâteau, il n'est pas assez croustillant. Voilà. Et tu vois, des fois, tu peux avoir des amis qui viennent manger chez toi, puis ils n'osent pas te dire qu'il y a un truc qui ne plaît pas, tu vois. Mais c'est ça, donc si tu n'as pas créé un climat où tu es ouvert à la critique, ils ont peur de te vexer, que tu le prennes mal, tu n'auras pas tout ce feedback-là qui te permettra, toi, de corriger peut-être quelque chose que tu n'as pas très bien fait. On dit beaucoup en agilité, dur avec les sujets, doux avec les gens, en fait. C'est vraiment ça. Et moi, j'ai vraiment envie, là, vous entendre, là, entendre l'enthousiasme et tout autour du micro, à faire un épisode dédié à la critique. Parce que je pense qu'il y aurait quelque chose à essayer de comprendre au-delà. Et puis moi, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup travaillé, en tout cas dans l'écriture, de qu'est-ce que c'est que faire des retours, comment on fait des retours, comment on crée un environnement complexe, comment facilitant pour les retours. Moi, j'ai 2-3 convictions, notamment que quand on fait des retours, il faut aussi qu'il y ait des retours positifs, parce que sinon, on risque en corrigeant, pour habiller Jacques, on risque de déshabiller Paul. C'est-à-dire, si on ne sait pas ce qui marche bien, c'est mon petit point de vue perso sur le sujet. On arrive presque maintenant à la conclusion. Par contre, Thibaut, pour l'instant, on n'a que du hors-sujet sur Scrum. Oui, c'est clair. Quand est-ce qu'on parle de Scrum? Alors, on a quand même beaucoup parlé de Scrum, mais oui, tu vois, c'est-à-dire que sa conclusion à lui est toujours un petit peu hors-sujet, quoi. Donc lui, mais je crois que la dernière phrase fait un petit peu de sens, un petit peu d'écho. Ouais, donc on avait donc il finit par dire je crois en agile ou en agilité, mais en vérité c'est pas agile, voilà. Donc là il arrive quand même il dit qu'il a bien fait encore une fois, puisqu'il arrive, il dit nous avons fait venir des formateurs Scrum professionnels, nous avons payé les personnes de notre équipe pour obtenir une certification, important. Nous avons essayé Scrum de cette façon et de cette autre manière. Nous avons passé des années à le faire.
un petit côté doloriste. Le résultat était toujours le même. Ça ne marchait pas. Là-dessus, il a raison. Il m'est moi-même arrivé de former des personnes quand j'ai démarré en tant que PST, très très enthousiaste. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de croiser chez un client un Scrum Master que j'avais formé. Et après, j'ai une phrase que je dis toujours à la fin de mes cours, que je vais vous donner dans quelques instants. Et j'ai vu ce Scrum Master totalement inefficient. Une personne est rentrée dans la salle, on était en plein exercice de sprint planning, et il est venu chercher 2 développeurs, sans doute il n'a même pas bronché, il n'a rien fait, il s'est laissé faire. Et en plus, il animait ça, il facilitait ça de manière un petit peu non professionnelle. Et là, je me suis dit, ah ouais. Et en fait, ce qu'on se rend compte, et ce que je dis aux gens quand ils sortent d'une formation Scrum, vous avez la théorie, par contre, seule l'expérience forgera votre expertise. Et en fait, on a besoin de pratiquer. Scrum permet d'évoluer pour résoudre des problèmes complexes dans des environnements complexes, et ça se fait pas en 2 jours. C'est un vrai métier. Et ça demande un vrai métier au sens où il faut du temps et il faut encaisser des coups, il faut voir des choses pour être capable de bien réagir. Et effectivement, c'est obligatoire de suivre les formations. Et je vais faire une métaphore simple. C'est comme le jeune automobiliste qui passe son code, son permis et il conduit une moto, par exemple. Moi, j'ai fait beaucoup de motos. Je peux vous dire qu'il faut faire attention. Et entre le moment où on est sûr et versus, on peut faire énormément de bêtises et puis faire des graves accidents. Voilà, on n'a pas d'expérience. Et l'expérience est très, très importante. Et là, donc oui, il faut aller passer son permis, c'est faire la certification. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec Santiago sur ce point-là. Ça ne garantit en aucune manière que derrière les gens sont professionnels. Par contre, ils vont connaître les règles du jeu et ils vont pas être perdus à jouer un jeu qu'ils connaissent pas. Par exemple, tu demandes à un joueur d'échecs de jouer au Go, il est perdu et ça va l'agacer. Et il va dire mais c'est n'importe quoi ce jeu parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas été formé aux règles. Donc ce point est bon et très important. Ne pas croire que la formation, comme Scrum, est une baguette magique qui va résoudre. C'est une étape qui est nécessaire, mais pas suffisante pour amener du professionnalisme. Mais c'est une très très bonne chose parce qu'on voit dans beaucoup d'environnements, il n'y a pas de training qui sont financés et alors on est encore dans une pire situation. Ouais, parce que l'agilité, finalement, tout le monde en fait, tout le monde met le mot et puis si on peut en faire sans budget, c'est aussi bien, quoi. Mmh. Surtout qu'on n'en fait pas puisque c'est une philosophie. Alors, je suis trop d'accord avec ce que tu as dit. J'ai plein de choses à dire et en même temps, j'ai rien à dire. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est comme le foot. Si tu n'as jamais joué au foot, tu n'as jamais vu le foot et que tu prends les règles du foot, bah, ouais, c'est chaud, quoi. Ouais. Hein, tu as besoin des deux. Tu as besoin de jouer et apprendre les règles et jouer et apprendre les règles. Tu as besoin des deux, en fait. Et il faut voir l'impact sur les gens. Moi, quand je donne des formations Scrum, je fais beaucoup de quiz où je fais des exercices pratiques. Et quand tu vois les gens, c'est simple. Enfin, toi, tu te dis, il y a 3 rôles, 5 événements, 3 artefacts, 5 valeurs, 3 piliers dans Scrum. Et tu vois les gens, ils n'arrivent pas à te réciter ça dans l'ordre. Tu dis, waouh, mais parce qu'ils sont perdus. C'est tout un réseau. C'est comme un réseau neuronal, tout ça interagit. Et je me mets à la place des gens qui, même des jeunes Scrum Masters qui doivent faire preuve de professionnalisme. C'est complexe. Ce qui est intéressant aussi dans ce que nous dit... comment il s'appelle déjà, ce gars, en fait on est tellement dans notre conversation... Santiago, je l'ai oublié. En fait, il nous dit, le résultat était toujours le même, ça marchait pas. Et ça, je trouve ça génial, parce que pourquoi tu es là? Où tu veux aller? Ouais, ça m'est arrivé il y a peut-être 2-3 ans, j'ai eu en formation des gens qui disent « Ouais, mais tu vois, nous, on veut être agile. » Je dis « Ok, mais où est-ce que vous voulez aller, en fait? C'est quoi l'impact? Pourquoi? Pourquoi? Où est-ce que vous allez ensemble? Non, mais c'est pas ça le sujet. Nous, on veut être agile. Et en fait, c'est plus une histoire d'ego, en fait, dans cette situation-là, qu'une histoire de... On cherche un impact business ensemble, en fait. Or qu'en fait, l'agilité, le Scrum, ça sert à obtenir des objectifs, en fait. Donc là, il ne sait pas où il va. Donc évidemment qu'il risque pas d'y aller. C'est exactement, moi, c'est très drôle parce que Philippe m'a repris, mais c'est vraiment sur quelque chose finalement qui est assez classique. Moi, j'ai dit, on fait de l'agilité. Et toi, t'as dit, non, c'est une philosophie. Et je pense que la confusion que j'ai faite, c'est une confusion finalement assez commune et assez, je dirais, presque culturelle. Hein, on est, même moi, tu vois, on fait de l'agilité. Ben non, on fait pas de l'agilité, quoi. On est agile, c'est une philosophie. Et d'ailleurs, moi, je parle à beaucoup de clients. Bon, je suis qualifié coach agile
peu importe. Et quand j'arrive, je leur dis, mais le point, c'est pas l'agilité. Le point, c'est de délivrer de la valeur. Il se trouve que dans l'agilité, le Lean, le DevOps, il y a des leviers pour se faire. Mais le point de focus, c'est pas investir dans l'agilité. In fine, ce qu'il va falloir faire, c'est délivrer de la valeur. De la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire avec le plus court lead time et avec le coût le moins élevé possible. Donc l'efficience financière et de l'efficience temporelle. Et de la productivité, et aussi tout en garantissant ce qu'on appelle la working life. Ouais, alors c'est hyper intéressant. J'ai un peu de mal parce que là, on va terminer sur la conclusion de Santiago. Voilà. Et alors, Santiago, là, il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Donc, je cite, Scrum est un cancer qui dévorera votre équipe de développement. Scrum n'est pas destiné aux développeurs. C'est un autre outil permettant aux managers de sentir qu'ils ont le contrôle. Mais le meilleur de Scrum, ce sont ceux qui vous regardent dans les yeux et qui vous disent « Si cela ne fonctionne pas pour vous, c'est que vous le faites mal. C'est de votre faute. » Scrum est tout ce qui fonctionne pour votre équipe, sauf si vous le faites mal. Et c'est la conclusion, elle est quand même un peu difficile sans appel. Je vous laisse réagir pour le coup. Encore une fois, moi je parlais tout à l'heure du terme de révélateur. Donc Scrum, c'est toujours un miroir qui vous met en face la réalité qui potentiellement n'est pas agréable. Il faut savoir, l'exercice du professionnalisme de Scrum demande vraiment du professionnalisme à tous les niveaux. Du professionnalisme dans une gestion de produits, du professionnalisme dans du coding, du professionnalisme dans la gestion de plateformes digitales, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est cloud et tout ça, conteneurisation, Kubernetes, toutes les technologies, également des compétences dans la partie marketing, dans la partie road mapping, dans les parties financières, dans la partie prévision avec, par exemple, les différents horizons H1, H2, H3, les horizons d'investissement. Donc tout ça, ça fait partie de ce que je vais appeler une excellence opérationnelle dans le monde du digital. Et ça s'obtient pas en un claquement de doigts. Il faut avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai travaillé sur un produit que j'ai développé qui s'appelle le Lean Agile Maturity Assessment. C'est bien de dire aux entreprises sur une échelle, quelle que soit par exemple de 1 à 10, vous êtes où dans l'excellence opérationnelle d'une mise en œuvre de l'agilité dédiée en fait à créer de la valeur, à créer des produits. Et des fois, on a des organisations avec des environnements qui sont assez toxiques, on va dire, soit sur le plan humain, soit sur le plan technique, là où il y a énormément de dettes techniques. Et il y a plein de facteurs qui font en fait que Scrum va se retourner et vous dire le chien qui aboie, tel que Ken Schwaber le disait, dès qu'il y a un problème. Et ça, je dirais que Santiago, il met en exergue un point important, c'est que Scrum va vous avertir très très rapidement, et c'est pour ça que ça peut être désagréable, que vous êtes dans un environnement qui ne fonctionne pas. Absolument. Non, moi, vous me regardez tous les deux. Mais moi, je trouve ça très très bien, cette conclusion de Philippe. Tout ce que je pourrais dire en complément, c'est que moi, j'interviens beaucoup dans le hardware, en fait. Beaucoup aux frontières de l'agilité, et c'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Aujourd'hui, avec Scrum, je discutais avec notre collègue Christian il n'y a pas longtemps. On fait des parfums en Scrum. Donc, Scrum a largement dépassé aujourd'hui son périmètre, son domaine historique, qui est la conception de software product. Aujourd'hui, peut-être un prochain épisode, on peut faire de la permaculture en Scrum. Ouais. Je veux dire, Scrum, c'est un état d'esprit, un cadre avec des éléments qu'on a vus, on ne va pas les reciter, mais qui sont vraiment des supports et un mode de pensée avec la prise en compte, surtout très très important aujourd'hui, parce que finalement, la complexité, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à appréhender pour le cerveau humain, notamment le phénomène de l'incertitude qui nous rend inconfortables, raison pour laquelle il y a des fortes réaction du côté des managers dans les entreprises, parce que chaque fois que vous posez des questions et que vous n'avez pas une réponse hyper précise, ça rend inconfortable, et c'est pas du tout, le cerveau humain n'est pas fait pour accepter ça, sauf les gens qui ont l'habitude, qui sont rodés à être dans l'incertitude, le LRM aussi, Last Responsible Moment, les répondre le plus tard possible pour prendre des décisions. C'est tous des paradigmes de pensée qui sont pas forcément évidents, dans lesquels il y a toujours des petites prises de risques, mais in fine, elles sont très très bénéfiques. Et je voudrais dire aussi qu'on se rappelle que ça fait plus de 20 ans que Scrum existe aujourd'hui,
moi, je ne cesse de voir une croissance de demande de la part des organisations, hein, que ce soit des grandes entreprises, on peut dire facilement aujourd'hui tout le CAC 40 en France, ils font du Scrum à différents endroits. On a énormément de PME aussi qui se lancent dedans. Il y a pas mal de startups, beaucoup même qui font du Scrum, et moi je suis intervenu dans des startups et ils prennent pas le temps forcément de bien l'étudier et de former les gens, donc c'est un peu un Scrum atypique. Et on voit que c'est toujours un chemin qui est pas facile d'avoir quelque chose qui est au cordeau et professionnel. C'est un chemin, un peu ce que j'entends depuis le début, c'est que c'est un chemin qui prend du temps, qui demande des qualifications, des certifications. Moi, j'ai envie de vous poser une dernière question et plus personnelle, qui pour le coup était pas prévue dans le script, parce que moi j'ai écouté tout l'épisode, je vous ai écouté réagir, et j'entends que ce soit chez François ou chez Philippe, beaucoup de convictions et de convictions personnelles. Et j'ai envie de vous demander l'un ou l'autre, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, ok, Scrum, vous avez tous les deux des carrières professionnelles, qu'est-ce qui a fait, qui vous a décidé pour Scrum, vous avez dit, voilà, moi j'y crois, Scrum, qu'est-ce qui vous a fait basculer du côté de Scrum, même si on bascule pas et qu'on a vu qu'on n'est pas du tout est-ce que vous avez une anecdote pour me dire, voilà, un jour, on a choisi, parce que c'est un choix, vous avez choisi Scrum. Moi, est-ce que voilà, alors, qu'est-ce qui a fait un jour, Philippe, que tu as choisi Scrum? Mon parcours est un exemple de comment est-ce qu'on peut basculer dans Scrum. Il y a très longtemps, je crois que c'était en 2007, j'ai suivi une formation Scrum en France. Je suis sorti de là, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. À l'époque, j'étais développeur, architecte, j'intervenais déjà chez des grands clients en France, et j'ai dit, mais ça peut pas marcher chez ces clients, c'est n'importe quoi. Et en fait, j'étais avec des collègues, et on a posé pas mal de questions aux formateurs Scrum qui n'étaient pas d'un niveau PST, on va dire, et en fait, toutes les réponses qu'ils nous donnaient, mais on s'est dit, mais c'est hyper dangereux, on peut pas mettre ça dans des projets à millions. Quelques années ont passé et aux alentours des années 2010, Avanade a vu, on parle toujours dans la lecture de la complexité des weak signals, les signaux faibles, c'est comme pour un tsunami, voir qu'il y a quelque chose qui arrive. Et il y avait un signal faible qu'on a détecté à l'époque, c'était l'agilité. Nos clients voulaient de l'agile et peu d'entreprises à l'époque en faisaient de manière pro ou avaient conscience qu'il fallait servir l'agilité à nos clients. Et là, j'ai été repéré dans Avanade avec 11 autres collègues. Donc, on a formé une équipe qu'on avait appelée les Dirty Dozens, en référence au western. Et on m'a dit, écoute Philippe, on aimerait bien t'engager dans la transformation agile et faire partie de cette équipe. Donc, moi, c'était plus, j'étais curieux de voir. Et là, par contre, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable, c'est que Avanade avait planifié et fait un accord avec Scrum.org et nous a tous envoyés à Boston chez Scrum.org. Et je me suis retrouvé dans les locaux historiques. J'ai passé une semaine, y compris samedi, dimanche, à écouter Scrum, rêver Scrum, boire Scrum, manger Scrum pendant une semaine. Et là, j'aime bien le dire en anglais. Donc, j'étais avec Ken Schwaber, Richard Hundhausen, David Starr et d'autres. They blew my mind. Je suis reparti de là, mais j'étais transformé. Et Scrum expliqué par Ken Schwaber, si tu lis ce livre, tu vas voir, c'est autre chose. Et là, tu comprends c'est quoi Scrum. Et je suis rentré en France, et j'avais été tellement imprégné, puis j'avais ce challenge de devenir PST, parce qu'à l'époque, j'étais devenu le premier PST, mais ça m'en demandait un travail. Ils sont d'une exigence, rien que pour donner un ordre de grandeur aujourd'hui, pour être PST, il faut passer 18 à 24 mois. Et le parcours, il est super dur. Ouais, après, ça c'est pour les parcours rapides, parce qu'il y en a qui ont passé 8 ans pour... Non, mais ne faites pas peur aux auditeurs, s'il vous plaît. D'un autre côté, on ressort, on connaît tout. Et j'ai commencé à parler Scrum chez un client. Tout de suite, ils m'ont convoqué dans un board de management. Tu peux venir parler de Scrum. Je suis venu, j'ai présenté ça et j'ai pris pour 3 ans de coach agile Scrum Master chez ce client. Et parce que j'ai transmis un petit peu ce que j'avais appris. Et voilà. Et j'arrive pas à l'expliquer, mais moi, le fait d'être en contact avec la source, j'ai compris ce que c'était Scrum. Et ce qui est arrivé à Santiago, sans doute, il était en contact avec des personnes qui connaissaient pas, qui n'étaient pas représentatives de Scrum.org. Et c'était du Scrum pour faire du business, pour faire du coaching. Et là, on s'écarte un peu des fondamentaux et du professionnalisme qui est enseigné et de manière très inspirante par Ken Schwaber et son équipe. Et aujourd'hui, dans un cercle, François peut en témoigner,
tous nos pairs, c'est vraiment des gens inspirants, des gens extraordinaires. Et on sait par où ils sont passés pour en arriver là. Ok, merci beaucoup Philippe. François, de ton côté. Ouais, alors, je sais pas trop quoi dire en fait, parce que j'ai vraiment plusieurs choses dans ma vie qui m'ont amené à Scrum. Moi, j'ai commencé par de la robotique et puis de l'informatique. Et je me suis ennuyé parce que justement, il n'y avait pas de collaboration, il n'y avait pas d'agilité à l'époque. Et donc, je suis parti côté business. Donc, j'ai aidé des boîtes à grandir. Et la technique me manquait, la créativité de la technique me manquait. Et après, j'ai été confronté à des très gros projets où je me suis dit, mais ça ne peut pas marcher de manière traditionnelle, on essaye autre chose. Et donc, on a commencé à explorer ce que c'est que l'agilité. Et quand j'ai commencé à prendre contact avec Scrum, j'ai vu la systémique qui est dedans. La boucle de rétroaction à 24 heures, la boucle de rétroaction, les 2 boucles de rétroaction sprint. Et moi, tu me parles abstraction, tu me parles système, le cerveau, enfin, moi, je suis là, quoi. C'est vraiment le truc. La systémique, c'est vraiment le truc où mon cerveau, il sait réfléchir là-dedans. Pas forcément réfléchir ailleurs, mais là-dedans, ça, je sais faire. Et j'ai vu la puissance du truc, le côté universel, et comment on va construire de l'efficacité économique, comment on va développer de l'excellence technologique, mais basé sur un respect profond des humains, de la collaboration, un environnement où on se sent en dignité, où on se sent en liberté, en sécurité. Et donc, c'est soutenable. Donc, on va atteindre nos objectifs, et on y va ensemble de manière soutenable. Et en fait, cette espèce de réalité où... Parce que souvent, on dit, ouais, il y a des entrepreneurs, ouais, on va gagner, et puis on va fouetter tout le monde. Ouais, mais c'est pas soutenable, en fait. On détruit beaucoup de choses. C'est comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure avec la viande, tout ça. Tu vois, tu vas obtenir quelque chose d'un côté, mais en fait, tu l'as piqué ailleurs, ces calories-là, en fait. Et là, l'idée, c'est, non, en fait, on construit ensemble, on construit quelque chose qui marche d'un point de vue humain, où on est bien, où on grandit, et en même temps, on a de l'impact, en fait. Et moi, c'est ça qui fait que je suis amoureux de Scrum pour ça, en fait. Parce qu'en fait, je vois le bien que ça peut apporter au monde, en fait. Pas Scrum en tant que Scrum, on n'est pas dans une secte, mais la systémique, quoi. T'as un côté passionnant qui est que tu ne refais jamais la même chose. À chaque fois, c'est une œuvre unique parce que l'implémentation Scrum dans chaque organisation est unique parce qu'elle est contexte sensitive. Et ça, c'est aussi le bonheur de notre métier. Ouais. On ne vient pas chaque fois faire les mêmes sprint planning, expliquer les mêmes événements et toutes les techniques de Scrum Mastering ou de gestion de produits. Chaque fois, c'est unique. Ouais. Parce que nos clients font des produits différents, que tu sois dans l'électricité, dans le retail, dans le luxe. Le Scrum est chaque fois différent. Et les produits sont différents. Donc, c'est un métier qui est vraiment passionnant et un métier de systémicien dans la complexité. Et ça, c'est chouette, quelque chose. Merci Philippe, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci François. Moi, je suis ravi en tout cas de terminer sur cette idée d'œuvre unique que je trouve très très belle. Évidemment, vous trouverez dans les commentaires du podcast toutes les références, les liens, etc. C'était un très chouette moment et c'est vraiment un merci sincère, Philippe, qui était notre premier invité. Et moi, j'ai passé déjà un super moment et j'espère que nos auditeurs eux aussi passeront, et j'en suis sûr, un très bon moment. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et merci encore à tous les deux. À bientôt. Merci Thibaut, à bientôt.